Selon Scott Ritter, Trump appelle Poutine pour trouver une porte de sortie à la guerre contre l'Iran. Le 9 mars 2026, au 10e jour d'une guerre qu'il avait promis de gagner en 48 heures, Donald Trump a décroché son téléphone et appelé Vladimir Poutine. Ce geste, anodin en apparence, dit tout. Il dit que le plan initial a échoué, il dit que Washington cherche une sortie qu'il ne peut pas trouver seul, et il dit, surtout, que l'Iran a réussi quelque chose que la grande majorité des experts occidentaux jugeaient impossible 2 semaines auparavant, tenir, répondre et forcer la puissance la plus armée du monde à aller frapper à la porte de Moscou pour négocier une issue. Scott Ritter est l'un des analystes militaires les plus inconfortables pour l'establishment américain, précisément parce qu'il connaît les machines de guerre de l'intérieur. Ancien officier de renseignement du corps des Marines, ancien inspecteur en armement des Nations Unies en Irak, il a passé des décennies à observer de près ce que les armées sont réellement capables de faire, par opposition à ce qu'elles prétendent faire dans les conférences de presse. Son analyse de l'appel Trump-Poutine est celle d'un homme qui a vu ce film avant et qui sait comment il se termine. Et ce qu'il dit, avec une clarté que l'on cherche en vain dans les cercles officiels de Washington, c'est que l'Iran est en train de gagner cette guerre, que Trump le sait, et que le coup de téléphone passé à Moscou en est la preuve la plus éloquente. Salut à tous, je suis Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance, et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela m'aide à produire davantage d'analyses qualitatives pour vous. Je compte sur votre soutien. Partagez la vidéo autour de vous et merci de l'avoir fait, on continue. Pour comprendre pourquoi cet appel est si révélateur, il faut d'abord comprendre comment la Russie a positionné ses pièces sur l'échiquier depuis le 28 février. Moscou n'a pas sauté dans le vide, elle n'a pas lancé ses missiles, elle n'a pas rompu ses relations diplomatiques, elle n'a pas fait les gestes spectaculaires que certains attendèrent d'un allié de Téhéran. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose de beaucoup plus difficile et beaucoup plus puissant. Elle a tenu la porte ouverte. Poutine a reçu les signaux de Washington, maintenu les canaux de communication, laissé Steve Witkoff et Jared Kushner continuer à tourner en orbite autour de la diplomatie russe sans les repousser et attendu. Et pendant qu'il attendait, le monde changeait autour de lui, exactement dans le sens que les stratèges russes avaient anticipé. La Russie, selon Ritter, joue simultanément sur plusieurs tableaux avec une patience stratégique que les Occidentaux confondent souvent avec de la passivité. Chaque journée qui passe sans réaction militaire russe spectaculaire n'est pas une journée de faiblesse. C'est une journée pendant laquelle Keir Starmer s'enfonce un peu plus dans sa chute libre politique au Royaume-Uni, pendant laquelle l'économie allemande, déjà fragilisée avant la guerre, absorbe une nouvelle hausse des prix de l'énergie, pendant laquelle Emmanuel Macron navigue sans cap entre solidarité atlantiste et pragmatisme économique. La Grande-Bretagne a frappé des cibles russes avec des missiles Storm Shadow ciblés par des renseignements britanniques. Elle a utilisé ses propres missiles Flamingo contre le territoire russe. 7 Storm Shadow ont touché une installation industrielle stratégique à Bryansk. En d'autres circonstances, dans d'autres époques de la politique internationale, chacun de ces actes aurait déclenché une riposte immédiate. Poutine n'a rien fait. Pas parce qu'il ne pouvait pas, parce que frapper le Royaume-Uni en ce moment, ce serait transformer Keir Starmer en leader de guerre et lui offrir la seule chose capable de sauver sa carrière politique. La leçon de Ritter est brutalement simple. Quand l'ennemi est en train de se détruire de lui-même, on se tasse et on le laisse continuer. Ce calcul froid, cette capacité à encaisser sans réagir parce que la réaction serait contre-productive, c'est exactement ce que l'Iran pratique depuis le premier jour de cette guerre. Il est utile de le souligner parce que les deux alliés, Moscou et Téhéran, suivent en parallèle la même logique. Ne pas tomber dans le piège de la réaction émotionnelle, tenir la ligne stratégique, laisser le temps travailler pour vous. Et c'est cette logique partagée qui explique pourquoi l'appel de Trump à Poutine a eu lieu et pourquoi il a eu lieu dans ce sens-là. Ce n'est pas Poutine qui a cherché une ligne avec Washington, c'est Washington qui a cherché Moscou. Et dans le vocabulaire de la politique internationale, c'est la définition de quelqu'un qui a besoin d'aide. Ce dont Trump avait besoin ce lundi 9 mars, et ce que Ritter reconstitue avec précision, c'est d'abord une éducation. Une éducation sur les marchés de l'énergie mondiaux et sur ce que la fermeture du détroit d'Ormuz par les gardiens de la Révolution est en train de faire à l'économie américaine et à celle du reste du monde. Le baril de brut a dépassé les 100 $ pour la première fois depuis 2022. L'essence aux États-Unis est passée de moins de 3 $ à 4 $ le gallon en une semaine. Les marchés financiers vacillent. Et la Russie, dont le pétrole était depuis 2022 soumis aux sanctions occidentales et vendu à prix bradé, se retrouve soudainement dans la position idéale pour combler le vide laissé par la fermeture d'Ormuz en livrant à plein tarif un pétrole que les marchés mondiaux réclament désespérément.
Le lendemain même de leur conversation, Trump a annoncé la levée de certaines sanctions pétrolières russes pour tenter de faire baisser les prix à la pompe. Poutine n'a rien demandé. Il a simplement répondu au téléphone et le résultat, c'est la levée de sanctions que des années de pression politique n'avaient pas réussi à obtenir. Ritter ne fait pas mystère de ce qu'il pense de cette séquence. La Russie est dans le siège du conducteur. L'autre volet de cet appel, celui que les médias ont moins exploré, concerne l'Ukraine. Ritter pense que les deux conflits sont désormais intimement liés dans la tête de Poutine, et que cette liaison est précisément ce qui donne à la Russie un levier supplémentaire. Trump veut sortir de la guerre contre l'Iran. Pour sortir de la guerre contre l'Iran avec quelque chose qui ressemble à une victoire, il a besoin que la Russie aide à amener les Iraniens vers une forme de négociation. Et si la Russie aide sur l'Iran, elle sera en droit d'attendre des concessions sur l'Ukraine. Le calcul russe, selon Ritter, tend vers ce qu'il appelle un Alaska modifié, un accord de paix en Ukraine qui reprend les grandes lignes de la proposition initiale mais avec des conditions supplémentaires puisque Washington a déjà trahi sa parole une première fois. Il pourrait s'agir d'un gel sur les lignes de contact actuelles, y compris en Kherson et en Zaporizhia, ce qui représenterait une capitulation territoriale de l'Ukraine, bien au-delà de ce que Kiev avait été prêt à concéder dans les pourparlers précédents. Trump, lui, vendrait tout cela à son électorat comme la plus grande réussite diplomatique de l'histoire américaine. Un président qui a mis fin à 2 guerres en même temps. Mais revenons à l'Iran parce que c'est là que la situation est la plus instructive. Ce que Ritter dit sur la capacité réelle des États-Unis à gagner cette guerre militairement est d'une clarté désespérante pour Washington. Au 12e jour du conflit, les forces américaines ont frappé, selon les déclarations officielles elles-mêmes, plus de 5000 cibles sur le territoire iranien. Trump a tweeté le chiffre de 5500 en s'en félicitant, comme si le nombre de choses détruites était une mesure de victoire. Ritter démolit cette logique méthodiquement. La plupart des installations stratégiques iraniennes qui figuraient sur les listes cibles américaines sont vides depuis des semaines, depuis que les planificateurs iraniens ont ordonné l'évacuation de tout équipement sensible au moment où il est devenu évident que la guerre était imminente. Bombarder des bâtiments vides avec des munitions de précision à plusieurs millions de dollars, l'unité n'est pas une stratégie militaire. C'est de la pyrotechnie coûteuse. Et pendant que Washington produit des images de frappe impressionnantes pour les chaînes d'information en continu, l'Iran, lui, tire des missiles depuis des tunnels que les satellites n'ont pas tous cartographiés et que les bombes n'ont pas tous atteints. La question des munitions est au cœur de l'impasse américaine, et c'est l'un des points que Ritter soulève avec la plus grande inquiétude. Les États-Unis ont vidé leur stock de missiles de précision à longue portée à un rythme que leurs chaînes de production ne peuvent pas compenser rapidement. Des années à livrer des armements à l'Ukraine, des années à vider les arsenaux sans les reconstituer aussi vite, et voilà qu'une guerre contre l'Iran dévore en 2 semaines ce que l'industrie de défense américaine met des mois à produire. Les prochaines frappes, si elles continuent, devront renoncer aux missiles stand-off qui permettent de rester hors de portée de la défense aérienne iranienne et envoyer des avions pénétrer directement dans l'espace aérien ennemi. Or, l'Iran a délibérément conservé une partie significative de ses capacités de défense antiaérienne intactes, les ménageant précisément pour ce moment. Si les avions américains commencent à voler bas et lentement au-dessus du territoire iranien pour larguer leurs bombes sur des cibles terrestres, les embuscades anti-aériennes iraniennes attendues depuis le début du conflit pourraient provoquer les premières pertes d'aéronefs américains de la guerre, et quand un avion américain tombe, il faut déployer des équipes de combat Search and Rescue pour récupérer le pilote, et ces équipes sont vulnérables, et des soldats meurent pour sauver d'autres soldats, et tout cela est diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Un Black Hawk Down version persane, dit Ritter, et on comprend pourquoi Washington fait tout pour éviter ce scénario. La question du détroit d'Ormuz est peut-être la plus révélatrice de l'impasse dans laquelle les planificateurs américains se sont enfermés. Trump avait promis d'ouvrir le détroit. Macron a parlé de missions défensives françaises pour escorter les navires. Ritter traite ces déclarations avec un mépris poli, mais sans équivoque. Il existe théoriquement un moyen de forcer l'ouverture du détroit par la force brute. Prendre l'île de Keshm, saisir l'île de Larak, s'emparer de la côte iranienne, déployer 80 000 Marines et maintenir une présence permanente par pont aérien sous les missiles iraniens. C'est faisable en théorie. En pratique, cela prendrait des mois de planification logistique que personne n'a commencé, mobiliserait des ressources amphibies que les États-Unis n'ont pas en nombre suffisant dans la région et placerait des dizaines de milliers de soldats dans une zone de tir direct pour les missiles balistiques iraniens dont on n'a pas de solution défensive satisfaisante. Et tout cela pendant que l'économie mondiale s'effondre sous la pression d'un détroit fermé que cette opération mettrait plusieurs mois à ouvrir. L'Iran a fermé Ormuz depuis le premier jour, et 12 jours plus tard, le détroit est toujours fermé.
Ce n'est pas une victoire américaine en préparation. C'est une démonstration iranienne que l'arrogance initiale de Washington était une illusion. Ce qui est peut-être le plus troublant dans l'analyse de Ritter, c'est ce qu'il dit sur la qualité du renseignement américain et sur la façon dont les cibles ont été sélectionnées. Il cite le cas du complexe naval de Bandar Abbas, où 4 installations ont été frappées lors des premières vagues. 2 entrepôts vides, un hôpital, une école. 2 cibles sur 4 constituaient des violations directes du droit international des conflits armés. Et Exet, secrétaire à la Défense, a fermé les unités responsables de la vérification des cibles, les cellules chargées de s'assurer que les sites identifiés n'étaient pas des infrastructures civiles protégées. En l'absence de ce filtrage, les listes de cibles vont s'étendre aux immeubles résidentiels, aux marchés, aux infrastructures civiles ordinaires. C'est ce que Ritter appelle sans détour un génocide culturel, une guerre qui, n'étant plus capable de produire des effets militaires significatifs contre des cibles militaires vides, se retourne contre le tissu civil de la société iranienne. Et cette guerre-là, l'histoire le démontre abondamment, depuis les bombardements stratégiques de la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne jusqu'aux campagnes aériennes plus récentes, ne plie jamais la volonté d'un peuple. La production industrielle allemande avait augmenté pendant les bombardements alliés. La résistance iranienne, elle, se nourrit de chaque bombe qui tombe sur un quartier résidentiel de Téhéran. L'isolement diplomatique de l'opération Epic Fury est total. L'Azerbaïdjan, qu'on attendait comme relais terrestre pour une éventuelle déstabilisation interne de l'Iran, a finalement choisi d'envoyer de l'aide humanitaire à Téhéran plutôt que de rejoindre la coalition. Les Kurdes, présentés pendant des semaines comme des partenaires potentiels d'une insurrection interne, ont regardé la mort de Khamenei produire l'effet opposé à celui escompté, un Iran unifié derrière son nouveau guide, et ont décidé de ne pas figurer sur la liste des ennemis d'une nation qui tire encore des missiles Khorramshahr au 12e jour de la guerre. L'Arabie Saoudite refuse de s'engager militairement malgré les menaces de Lindsey Graham, dont Ritter résume l'influence réelle sur la géopolitique régionale avec une concision cinglante. Les monarchies du Golfe ont leurs propres infrastructures pétrolières exposées, leurs propres territoires à protéger, et aucune envie de rejoindre une guerre que les États-Unis sont manifestement en train de perdre. C'est dans ce contexte que l'appel à Poutine prend sa pleine signification. Les États-Unis n'ont plus de connectivité directe avec Téhéran. L'Iran ne décroche pas le téléphone quand Washington appelle. Il n'y a pas de canal ouvert, pas d'interlocuteur accepté, pas de signal que l'Iran serait prêt à négocier les termes de sa propre reddition, ce que Trump continue d'appeler une capitulation sans condition. La Russie, elle, a une relation avec Téhéran fondée sur la réciprocité et un accord cadre stratégique dont la ratification par l'Iran, survenue peu avant le début des hostilités, donne à Moscou une légitimité diplomatique que Washington n'a plus. Lavrov peut appeler Téhéran. Il peut éventuellement transmettre des messages. Et si un accord finit par émerger de ce conflit, c'est Moscou qui aura joué le rôle de médiateur, ce qui lui donnera un droit de regard sur les termes de toute paix régionale à venir. Ritter esquisse le scénario possible avec une précision qui tient davantage de l'architecte stratégique que du commentateur. La Russie pourrait exercer une pression discrète sur l'Iran pour qu'il accepte une fin négociée du conflit, à condition que les États-Unis abandonnent certaines de leurs exigences initiales, notamment celle du démantèlement complet du programme nucléaire iranien. En échange, l'Iran pourrait mettre sur la table ses 160 kilos d'uranium enrichi à 60%, une concession substantielle qui ferait techniquement reculer tout breakout potentiel. Et si l'Iran met son nucléaire sur la table, la Russie pourrait exiger qu'Israël fasse de même, transformant une guerre commencée sous prétexte de non-prolifération en le seul accord de dénucléarisation régionale qui ait jamais eu quelque chance d'aboutir. C'est un renversement complet du rapport de forces initial, et sa réalisation dépend entièrement du fait que l'Iran continue à tenir. L'Iran tient, c'est le fait central de ces 12 jours, et c'est ce que Ritter répète sous différentes formes tout au long de son analyse. Les gardiens de la révolution ont répondu aux déclarations de Trump sur la fin imminente du conflit avec une phrase qui sera retenue par les historiens de cette période. C'est nous qui déciderons de la fin de la guerre. Pas Trump, pas Netanyahou, pas Pete Hegseth depuis son bureau du Pentagone. Les gardiens. Et cette phrase n'est pas de la bravade. Elle est conforme à la réalité du terrain, où, au 12e jour, l'Iran lance encore sa 37e vague de missiles Khorramshahr sur Israël et continue de maintenir fermé le détroit qui fait trembler les marchés financiers mondiaux. Ce que tout cela signifie à l'échelle globale, Ritter l'énumère avec la méthodologie d'un homme qui ne se laisse pas emporter par les émotions du moment. La crédibilité militaire américaine a été endommagée de façon durable. Le bouclier de défense antimissile balistique américain en Asie-Pacifique vient d'être testé et démontré insuffisant, ce que Pékin a observé avec le plus grand soin. Taïwan
doit reconsidérer l'hypothèse d'une protection américaine crédible face à une frappe chinoise. La Corée du Sud et le Japon se posent des questions sur la valeur réelle de leurs accords de défense tripartite avec Washington. Les arsenaux américains de missiles de précision ont été sérieusement entamés et leur reconstitution prendra des années. L'image d'une superpuissance omnipotente, capable de plier n'importe quel adversaire en quelques jours de frappe aérienne, a volé en éclats quelque part au-dessus du détroit d'Ormuz. Et l'Iran, lui, en sortira transformé. Ritter le dit clairement, l'Iran émergera de ce conflit comme une puissance régionale d'un nouveau type, celle qui a démontré qu'on peut absorber des milliers de frappes américaines et continuer à se battre. Les États-Unis seront progressivement évincés du Moyen-Orient. Et les peuples du monde entier, de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique du Sud, auront retenu la leçon qu'une nation déterminée, bien préparée et prête à payer le prix du sang peut résister à la puissance la plus armée de l'histoire. L'appel de Trump à Poutine, ce 9 mars 2026, est ainsi bien plus qu'un coup de téléphone diplomatique. C'est l'aveu involontaire d'une défaite que personne à Washington n'ose encore nommer. C'est l'acte par lequel la superpuissance qui avait promis de choisir le prochain guide suprême de l'Iran se retrouve à demander à la Russie de lui obtenir une sortie honorable. Et c'est la confirmation de ce que Scott Ritter dit depuis le début, depuis avant le début. L'Iran avait prévu tout cela. L'Iran avait préparé chacun de ses scénarios. Et quand la bombe est tombée le 28 février, l'Iran n'a pas improvisé. Il a exécuté son plan. Ce plan s'appelle résistance. Et au 12e jour, ce plan tient toujours. Analyse rédigée le 12 mars 2026 à partir des analyses de Scott Ritter, vérifiées et enrichies par les sources suivantes. La Nouvelle Tribune, Boursorama, RTS, Radio-Canada, SWI, Suisse Info, Le Temps, France Info, Mediapresse.info, Reuters, AFP. Il y a dans la séquence de cet appel téléphonique quelque chose qui relève du symbole autant que de la tactique. Rappelons le contexte exact. Le 6 mars, au 7e jour du conflit, Trump postait encore sur Truth Social une exigence de capitulation sans condition de l'Iran. Il menaçait de frapper 20 fois plus fort si le détroit d'Ormuz restait fermé. Ses généraux déclaraient aux médias que l'armée iranienne était au bord de l'effondrement, que sa marine avait été coulée, que ses systèmes de communication étaient détruits. Pete Hegseth annonçait que le 10e jour serait le plus intense de tous, et pendant ce temps, les missiles iraniens continuèrent de partir, les gardiens continuèrent de tirer leur 37e vague, et les navires continuaient de ne pas traverser Ormuz. 3 jours plus tard, Trump appelait Poutine. La distance entre le tweet du 6 mars et le coup de téléphone du 9 mars représente en réalité l'abîme entre la guerre telle qu'elle avait été vendue au peuple américain et la guerre telle qu'elle se déroulait réellement. Ritter a une formule pour décrire cette situation tirée de la théorie militaire de John Boyd, le colonel américain dont les travaux sur les cycles décisionnels ont révolutionné la pensée tactique. Boyd avait développé le concept du ODA Loop, observer, orienter, décider, agir. La supériorité dans un conflit appartient à celui qui exécute ce cycle plus vite que son adversaire, celui qui se retrouve à l'intérieur du cycle décisionnel de l'ennemi et le force à réagir constamment plutôt qu'à agir. Au 12e jour, c'est l'Iran qui est à l'intérieur du cycle décisionnel américain. Les États-Unis ont changé de plan de guerre 5 ou 6 fois depuis le 28 février. Ils sont passés du changement de régime à la neutralisation du nucléaire, puis à la destruction de la marine, puis à la réouverture d'Ormuz, puis à l'élargissement des cibles industrielles. L'Iran, lui, n'a pas changé son plan une seule fois. Il l'applique méthodiquement depuis le premier jour. Ritter dit que quand on réagit, on perd. Il dit aussi que les Iraniens conduisent et que les Américains subissent. Ce diagnostic ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Ce qui rend cette analyse particulièrement frappante, c'est qu'elle vient de quelqu'un qui n'est ni pro-iranien par conviction culturelle, ni anti-américain par idéologie. Scott Ritter est un ancien officier américain, formé par les institutions militaires des États-Unis, patriote à sa façon, mais refusant de fermer les yeux sur les réalités stratégiques que ces mêmes institutions refusent d'admettre publiquement. Quand il dit que l'Iran gagne, il ne le dit pas avec joie. Il le dit parce que c'est ce que les données indiquent. Et si un analyste américain de son calibre, imprégné de la culture stratégique de son pays, arrive à cette conclusion au 12e jour, on peut imaginer ce que les cercles privés des think tanks de Washington, les réunions fermées du Pentagone, les échanges confidentiels entre généraux se disent entre eux, loin des caméras et des communiqués officiels. L'aspect ukrainien de cet appel mérite une dernière réflexion.
Trump a parlé à Poutine à la fois de l'Iran et de l'Ukraine, dans une conversation que le Kremlin a qualifiée de franche et constructive, deux mots qui, dans le vocabulaire diplomatique russe, indiquent que les choses sérieuses ont été dites sans être enveloppées dans des formules polies. Poutine a assuré Mojtaba Khamenei de son soutien indéfectible le même jour. Il tenait donc les deux fils en même temps. Ouverture vers Washington d'un côté, solidarité avec Téhéran de l'autre. Ce double positionnement n'est pas contradictoire. Il est la définition même de la force négociatrice maximale. La Russie peut parler avec Washington parce qu'elle est la seule puissance à avoir une relation directe avec Téhéran. Et cette relation avec Téhéran a de la valeur précisément parce que Washington en est exclu. C'est le cercle vertueux de la stratégie russe dans cette crise. Et Trump, en passant cet appel, en a officiellement reconnu la réalité. Ce que l'Iran a accompli depuis le 28 février dépasse le cadre militaire. Il a démontré que 40 ans de sanctions, de pression, d'assassinats de scientifiques, de cyberattaques et de menaces d'annihilation n'avaient pas produit un peuple résigné à la soumission. Il a démontré que sa préparation était réelle, que ses doctrines n'étaient pas des fanfaronnades mais des plans opérationnels. Il a démontré que la puissance ne garantit pas la victoire contre la détermination, et que bombarder des bâtiments vides avec des missiles de précision n'est pas une politique, c'est de la frustration habillée en stratégie. Et il a forcé la superpuissance qui avait promis de choisir son prochain guide à aller demander à la Russie de lui ouvrir une sortie de secours. L'Iran n'a pas gagné la guerre. La guerre n'est pas finie. Mais l'Iran a gagné quelque chose que nul communiqué de victoire américain ne peut effacer. L'initiative. Et dans une guerre, celui qui a l'initiative décide quand elle s'arrête.